T'es sur la chaîne de No Limit Coder. Sur cette chaîne, il n'y a pas de bullshit, on va droit au but. Dans cette vidéo, on va coder une application de messagerie instantanée. Et ça va péter. Péter. Donc, dans cette vidéo, on va coder une application qui aura 3 fonctionnalités. La première fonctionnalité, ce sera de pouvoir se connecter à une chatroom et pouvoir voir toutes les personnes, tous les utilisateurs qui y sont connectés. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, ça sera de pouvoir envoyer et pouvoir visualiser les messages qui sont envoyés sur la chatroom. La troisième fonctionnalité, ça sera de pouvoir voir en temps réel si une personne est en train de composer un message. Et voilà. Donc j'espère que tu vas kiffer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage, like, j'espère que tu vas kiffer. Avant de commencer à coder, on va commencer à réfléchir sur la manière de communiquer à travers le réseau internet entre l'émetteur du message, que l'on va appeler Alice, et le destinataire du message, qu'on nommera Bob. Par quel miracle peut-on envoyer et recevoir des messages en temps réel à des personnes localisées à plusieurs milliers de kilomètres? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre comment fonctionne le protocole HTTP. HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol, c'est le protocole utilisé pour permettre la communication entre un client et un serveur sur l'Internet. Lorsque tu souhaites accéder à un site web sur Internet via la barre de recherche de ton navigateur, tu tapes l'URL du site en question qui commence par HTTP, et lorsque tu tapes sur Entrée, ton navigateur envoie une requête HTTP à un serveur, et le serveur te répond en te retournant un résultat généralement au format HTML, mais parfois en JSON ou XML. Maintenant, supposons qu'on ait la situation suivante. Alice souhaite envoyer un message à Bob via son navigateur. À ce moment-là, Alice envoie une requête POST au serveur. La requête contient dans le body le message d'Alice et le nom du destinataire qui est Bob. Le serveur réceptionne la requête d'Alice et renvoie le message à Bob. Ok, très bien. Alice peut envoyer des messages à Bob, mais le problème se complique si Alice souhaite recevoir des messages. Comment Alice doit-elle s'y prendre pour recevoir des messages de Bob ou d'un autre utilisateur, tout cela en temps réel? Plusieurs solutions sont possibles. La plus évidente étant une technique qu'on appelle le polling. Le polling, ça consiste à interroger le serveur de façon périodique, par exemple toutes les 10 secondes, pour savoir si le serveur a reçu un message à destination de Alice. Le problème, c'est qu'avec cette technique, le client ouvre énormément de connexions HTTP, ce qui est très coûteux en termes de performance, sachant que chaque requête aura un résultat négatif la plupart du temps. En effet, si personne n'envoie de message à Alice pendant, admettons, une semaine, Alice aura envoyé un nombre gigantesque de requêtes au serveur, s'avérant au final inutile. Étant donné qu'on suppose que notre application comptera beaucoup d'utilisateurs, à l'instar de WhatsApp ou Messenger, cette solution n'est pas envisageable. Une autre technique, appelée le long polling, permet de résoudre en partie le problème explicité précédemment. Le client va initier une connexion persistante avec le serveur. Cette connexion, elle a un timeout, peut être de 5 minutes par exemple. Si au cours de ces 5 minutes, un message à destination d'Alice est reçu par le serveur, alors le message lui est retransmis, la connexion est fermée, et Alice initie une nouvelle connexion entre elle et le serveur. Si au bout des 5 minutes, rien n'a été envoyé à destination d'Alice, la connexion se ferme et Alice initie une nouvelle connexion entre elle et le serveur. Le process se répète indéfiniment. Le problème, c'est que certes, Alice envoie moins de requêtes au serveur via le long polling. En revanche, plusieurs problèmes demeurent. Cette technique reste inefficace car Alice envoie des requêtes au serveur de façon périodique et si elle ne discute pas ou peu, alors les requêtes sont inutiles la plupart du temps car elles retournent majoritairement un résultat nul en plus de consommer beaucoup de ressources. Le deuxième problème, c'est qu'il est difficile pour le serveur de détecter les connexions et les déconnexions. Donc, dans les deux techniques qu'on a vues jusqu'à présent, les requêtes sont toujours à l'initiative d'Alice. Alice envoie une requête au serveur et le serveur lui répond. Le protocole utilisé couramment pour envoyer des requêtes à partir du serveur vers un client de façon asynchrone, c'est le protocole WebSocket. Et il est utilisé pour des applications nécessitant des mises à jour fréquentes et en temps réel, typiquement les applications de messagerie instantanée, les jeux en ligne multijoueurs et les applications collaboratives type Google Drive. Le protocole WebSocket fonctionne de la façon suivante. Alice demande au serveur s'il prend en charge le protocole WebSocket. Le serveur lui répond. Si le handshake est réussi, une connexion bipartite et persistante est ouverte entre Alice et le serveur. Ainsi, les échanges peuvent être initiés des deux côtés. Alice peut requêter le serveur et le serveur peut requêter Alice en cas de mise à jour. Le serveur peut également détecter les connexions et déconnexions via un système de heartbeat.
Donc pour notre appli, on se retrouve avec ce type de schéma. Alice et Bob ont tous les deux une connexion WebSocket ouverte avec le serveur et ils ont également la possibilité de communiquer en temps réel. Donc on sait maintenant quel protocole utiliser et on comprend à peu près comment ça marche, mais il se trouve que dans l'informatique, à part pour des besoins vraiment très spécifiques, c'est très rare de coder quelque chose from scratch. Du coup, on va pas se taper toute l'implémentation du protocole WebSocket parce qu'un bon développeur, c'est un développeur feignant. Ce qu'on va faire, c'est utiliser une librairie open source qui s'appelle Socket.io. En plus d'implémenter le protocole WebSocket, Socket.io offre des fonctionnalités supplémentaires intéressantes comme pouvoir broadcaster des events à tous les utilisateurs connectés ou un sous-ensemble d'utilisateurs connectés à une room, ou encore la possibilité pour un client de se reconnecter à un serveur automatiquement en cas de déconnexion accidentelle. Maintenant, on a à peu près tout ce qu'il faut pour commencer à coder. Je vais ouvrir mon IDE, je vais créer un environnement virtuel. À l'intérieur, on va installer le framework Flask qui embarque un serveur web de développement et aussi les librairies Flask, Socket.io et Eventlet. Donc là, on va attaquer la première fonctionnalité. Je vais créer un dossier template et à l'intérieur, y créer deux fichiers HTML appelés login.html et chat.html. Dans le fichier login.html, je vais créer un formulaire HTML basique permettant à un utilisateur de se connecter à une room. Ensuite, dans le fichier chat.html, je vais créer une interface graphique basique pour le chat sans oublier d'inclure la librairie Socket.io. Maintenant, côté serveur, on va créer un fichier main.py qui hébergera le code source de notre serveur. À l'intérieur, on va commencer par importer les fonctions des librairies dont on a besoin, puis initialiser le serveur Flask ainsi qu'instancier Socket.io dans une variable socket. Nous pouvons maintenant coder les fonctions handler, login et chat qui retourneront les pages HTML du même nom. En exécutant le serveur, on obtient pour l'instant les deux écrans suivants. Maintenant, pour gérer les connexions et les déconnexions, on va retourner sur le fichier chat.html et on va commencer à coder la partie JavaScript. On va instancier Socket.io dans une variable socket, récupérer le username et la room que l'utilisateur a saisi et on va modifier l'attribut hôte de la variable socket et lui donner comme valeur un dictionnaire contenant le username et la room de l'utilisateur. On retourne dans le fichier main.py et on va créer un dictionnaire connected users qui va avoir comme clé le request SID de l'utilisateur et comme valeur un tuple contenant son username et la room sur laquelle il est connecté. On implémente maintenant la fonction onConnect qui s'exécute lorsque l'utilisateur se connecte au serveur. À l'intérieur, on va récupérer les informations de connexion de l'utilisateur, mettre à jour le dictionnaire connected users, lui faire rejoindre la room qu'il désire et émettre un event connected users qui va envoyer le dictionnaire connected users à tous les utilisateurs connectés sur la room en question. On implémente aussi la fonction onDisconnect qui gère les déconnexions et qui adopte le même principe que onConnect. On retourne maintenant sur le fichier chat.html et on met à jour l'interface graphique lorsqu'un utilisateur se connecte, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit un event connected users de la part du serveur. Dans le fichier chat.html, je crée deux variables form et input correspondant aux éléments ayant pour ID form et message dans le HTML. Ensuite, on va coder ce qui doit être exécuté lorsque l'utilisateur valide le formulaire en cliquant sur le bouton Send. Ce qu'on va faire, c'est envoyer un event chat message au serveur accompagné d'un dictionnaire contenant le username, le message et la room de l'utilisateur. Ensuite, on met à jour l'interface graphique avec le message posté par l'utilisateur. Maintenant, dans le fichier main.py, on va ajouter une fonction handleChat. Lorsque le serveur recevra un événement appelé chat message, il va broadcaster le message à tous les users connectés de la room, sauf à celui qui a envoyé le message. On retourne sur le fichier chat.html et on met à jour l'interface graphique avec le message que l'utilisateur a posté si on reçoit un event chat message de la part du serveur. Dans chat.html, on ajoute un event listener à message qui va envoyer un event writing lorsqu'on tape quelque chose au clavier. Cet event est envoyé accompagné d'une variable writing à true. Si l'utilisateur s'arrête de taper après une seconde, on envoie aussi un event writing mais avec la variable writing à false. Ensuite, dans main.py, on rajoute la fonction handle writing qui envoie un event writing notifiant tous les utilisateurs connectés à la room avec les utilisateurs en train de taper sur leur clavier. Dans chat.html, on met à jour l'interface graphique lorsqu'on reçoit un event writing avec l'utilisateur en train de taper. En rajoutant du CSS pour donner un aspect plus esthétique à notre application, on obtient ça.
Dans la prochaine vidéo, on va coder une application web de visioconférence. Donc je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à me poser des questions en commentaire si t'as la moindre question. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Aimez-vous bordel, pas compliqué quoi.